Alors bonjour à tous, je remercie tout d'abord le CRPV de m'avoir sollicité pour vous parler des hypersensibilités, liées au paclitaxel et en particulier la prévention et la gestion de cet effet indésirable dans un contexte de rupture d'approvisionnement médicamenteux. Alors en guise d'introduction, les ruptures de médicaments sont un fléau national qui touche toutes les spécialités médicales et en particulier l'oncologie, comme on peut le voir dans cette enquête, dans ce rapport du Sénat de 2018 où, les médicaments pour la lutte contre le cancer arrivent en première position. De plus, c'est un phénomène qui s'aggrave chaque année et qui a été mis en exergue par la crise sanitaire du coronavirus, en particulier pour les curares et le propofol. Les chiffres des déclarations obligatoires à l'ANSM corroborent ce constat et de ce fait, la Ligue contre le cancer mène plusieurs actions et en particulier celle d'alerter les pouvoirs publics et d'appeler les acteurs du médicament à prendre leur pleine et entière responsabilité. Les chiffres énoncés dans la suite de ma présentation sont d'ailleurs tirés d'un sondage réalisé par la Ligue contre le cancer et dont les résultats ont été dévoilés au mois de septembre 2020. Pour revenir au cœur du sujet, donc l'hypersensibilité est un effet indésirable fréquent lors des premières administrations du paclitaxel et ce phénomène serait lié à l'activation du complément par les excipients présents dans la formulation du médicament, tels que le crémophore ou le polysorbate, qui sont des émulsifiants et qui permettent de solubiliser et stabiliser l'anticancéreux. De ce fait, une trithérapie est obligatoire comme prémédication. Elle est composée d'un antihistaminique H1, celui recommandé par le RCP du paclitaxel et la diphénhydramine injectable, mais qui est non disponible en France. Nous utilisons en pratique la dexchlorphéniramine injectable, la polaramine. Ensuite, un antihistaminique H2. Donc nous utilisons, historiquement la ranitidine, bien que le RCP propose 2 possibilités, la cimétidine par voie orale ou la ranitidine par voie injectable. Et enfin un corticoïde, donc la notice conseille la dexaméthasone orale 12 heures avant et 6 heures avant la chimiothérapie. Ce dosage n'est pas disponible en France et afin de s'affranchir d'éventuels problèmes d'observance pour lesquels le risque d'allergie est significatif, nous avons choisi de privilégier la méthylprénisolone par voie injectable qui est administrée à l'hôpital. Car en effet, malgré cette prémédication, environ 40% des patients ont une réaction modérée et 2% feront une réaction sévère. Notre problème a démarré en septembre 2019 lors du rappel des spécialités à base de ranitidine sous forme de comprimés suite à la découverte d'une impureté, la NDMA. La ranitidine injectable n'a pas été soumise au rappel compte tenu de son intérêt thérapeutique majeur et de l'absence d'alternative. Mais la commercialisation de nouveaux lots a néanmoins été stoppée. Effectivement, l'enquête de la Ligue montre que parmi les pénuries de médicaments contre le cancer, il s'agit des traitements contre les effets secondaires qui arrivent en première position et les professionnels les plus concernés sont les pharmaciens d'officine. Pour pallier la rupture, le laboratoire Mylan a mis à disposition à titre transitoire et exceptionnel la famotidine injectable au mois d'octobre. Cependant, elle était uniquement réservée aux 15 hôpitaux qui réalisent la préparation de poches de nutrition parentérale. En décembre, l'ANSM a émis des recommandations sur les alternatives à privilégier selon les indications, du fait de la durée prévisionnelle qui allait être longue de cette rupture, ce qui fait l'objet de la diapositive suivante. Comme on le voit dans cette liste, les alternatives à privilégier pour l'utilisation en cancérologie sont donc les autres antihistaminiques H2 par voie orale. Donc, parmi les différentes possibilités qui s'offraient à nous, on a donc la nisatidine par voie orale qui ne se fait plus en France, la cimétidine qui est recommandée par le RCP du paclitaxel mais que nous avons choisi d'écarter à cause du risque majoré d'interaction médicamenteuse, et enfin la famotidine qui a été choisie de manière institutionnelle. Vous voyez au passage sur le graphique que de manière générale, ces médicaments de substitution sont perçus comme moins efficaces pour les patients, par les patients. Ce qui devait arriver arriva et à cause du report des prescriptions sur ce médicament de substitution, pour lequel les consommations ont été supérieures à la demande habituelle, on a dû faire face à une nouvelle rupture. De plus, un seul laboratoire était disponible, le générique EG. Le conditionnement n'étant pas adapté à notre utilisation, des pertes ont été générées en ville du fait des conditionnements de 15 comprimés, alors qu'un seul était nécessaire pour chaque cure de chimiothérapie 2 heures avant l'injection. Nous avons alors procédé à un nouveau remaniement des protocoles, avec une suppression des anti-H2, un doublement de la dose de corticoïdes, sauf pour les protocoles incluant les immunothérapies, tels que le protocole paclitaxel plus atezolizumab.
Cette suppression complète et forcée des anti-H2 a été confortée par la remise en cause même de l'intérêt de cette classe de médicaments dans la prévention historique des réactions d'hypersensibilité. Et une étude est en cours pour évaluer l'impact de leur retrait sur l'incidence de la survenue de cet effet indésirable. En conclusion, on peut noter que ces situations de rupture entraînent un impact délétère sur la prise en charge globale des patients, qui est ressenti par les professionnels, comme le montre le cercle de droite. De plus, elles imposent une importante réactivité et un travail significatif d'adaptation et de recherche d'équivalence lorsqu'elles sont disponibles. Enfin, l'embarras dans lequel se retrouvent les professionnels est d'ailleurs mis en évidence dans le schéma du bas, puisque 74% d'entre eux considèrent que ces pénuries ont un impact négatif sur la confiance des patients, contrairement au ressenti de celui-ci, qui considère à hauteur de 34% uniquement que l'indisponibilité du médicament a eu un impact négatif sur la confiance envers l'équipe soignante. Et donc, je vais passer la parole au docteur Gaboriau qui va vous parler des conséquences iatrogènes de ces ruptures de stock de médicaments. Donc, bonjour à tous, je vais vous parler des conséquences iatrogènes des ruptures de stock de façon un petit peu plus générale. Je tiens à préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt. On vient vous parler de cas d'hypersensibilité au paclitaxel. Heu, Nous avons remonté auprès de l'ANSM 11 cas d'hypersensibilité au paclitaxel qui sont survenus depuis la rupture en ranitidine qui vient de vous être évoquée. C'est un effet indésirable qui est connu, mais dont on a observé une augmentation de l'incidence qui nécessitait à notre avis des investigations. 3 cas avaient été recensés au niveau national par le réseau des CRPV. En plus, 2 hypothèses sont actuellement en cours d'investigation, soit un problème lié à un lot de paclitaxel d'une spécialité en particulier, soit un problème en lien avec la rupture en ranitidine. Sachant que cette rupture est européenne et qu'au niveau européen, a priori, il n'a pas été observé de signal particulier d'augmentation d'incidence des hypersensibilités au paclitaxel. Actuellement, cela relance aussi les discussions sur l'intérêt des anti-H2 dans la prémédication des chimiothérapies par le paclitaxel. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus précisément aux ruptures de stock de médicaments? Ce sont des choses qui sont très peu documentées actuellement. On avait remonté, nous, et communiqué sur 2 cas graves d'erreurs médicamenteuses qui faisaient suite à une rupture d'un médicament, la bélustine. Donc c'est de la lomustine commercialisée sous la forme d'une boîte de 5 gélules de 40 milligrammes qui avaient été remplacées par le CCNU, donc de la lomustine également à 40 milligrammes et commercialisée sous la forme d'une boîte de 20 gélules et 2 patients ont ingéré, comme ils en avaient l'habitude, il y a un défaut d'information certainement, la totalité des gélules de la boîte, ce qui correspondait à 20 gélules au lieu de 5 et ils ont présenté des effets indésirables graves avec une pancytopénie, une toxidermie bulleuse. Donc on remarque que même s'il y a des alternatives thérapeutiques qui sont proposées, on peut être amené à avoir des conditionnements qui sont différents, un profil d'effet indésirable ou d'interaction médicamenteuse qui peut être différent. C'est pour cette raison qu'il y a une étude qui a été mise en place par le réseau des CRPV qui est actuellement en cours, l'étude CIRRUPT, pour conséquences iatrogènes des ruptures de stock. Elle a débuté au 1er janvier 2020 et elle va durer 18 mois. C'est une étude prospective. On sait que les ruptures de stock sont une préoccupation quotidienne des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens de ville qui peuvent être à l'origine d'effets indésirables, d'arrêt de traitement, d'erreurs médicamenteuses. Donc l'objectif, c'est de décrire et caractériser tous ces effets indésirables. Au 30 juin 2020, quelques résultats préliminaires. On avait inclus 74 cas, dont 30% étaient graves avec un cas de décès. 28% concernaient des erreurs médicamenteuses et les médicaments en cause concernaient à la fois des médicaments de ville et des médicaments hospitaliers. Donc, cette étude est toujours en cours. Il existe un formulaire spécifique dédié qui a été réalisé, qui est disponible sur le site du réseau des CRPV pour vous aider dans cette déclaration. Mais bien sûr, vous pouvez réaliser ces déclarations par les biais habituels que vous utilisez pour faire vos déclarations de pharmacovigilance. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur cette présentation.